c'est une envie intérieure, une joie. La nature est tellement belle et elle nous offre tellement, c'est une abondance. Quand on cultive avec elle, notamment, quand on s'environne d'elle, c'est une vraie joie. Par exemple, en ce moment, tout ce vert, le colibri, c'est un océan de vert. Ouais. Et c'est très 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 loin d'être une friche. Ça n'a vraiment rien à voir avec une friche. Mais il faut y rentrer. De l'extérieur, c'est vrai qu'on voit une friche. En fait, il y a deux objectifs, c'est créer une ferme d'une unité globale écologique, intégrant les cultures écologiques, des bâtiments écologiques, la récupération d'eau de pluie, l'énergie renouvelable, etc. Enfin, ce qu'on peut y mettre d'écologique, mais dans sa totalité, trouver des solutions pour ça. Et le deuxième objectif, c'est créer une ferme qui puisse se réimplanter, enfin avoir un modèle de ferme qui puisse se réimplanter un peu partout dans le monde rural. Là, on est vraiment dans une agriculture moderne. On est très loin, en abandonnant le tracteur et le labour, on est très loin de retourner à des labeurs, puisque dans cette agriculture-là, on n'a pas de temps à passer au labour, beaucoup moins de temps à passer au désherbage, puisqu'on ne réensemence pas les herbes qui étaient ensemencées par le labour, qui remontent les graines à la surface. Là, on les arrache au fur et à mesure, il y en a de moins en moins d'année en année. Bon, le mulch aussi calme beaucoup les herbes. Bon, par ailleurs, c'est vraiment une agriculture moderne par rapport aux enjeux aujourd'hui, l'enjeu écologique et l'enjeu énergétique. Avec ma faux, je ne dépense pas du tout de pétrole, alors qu'un tracteur consomme énormément de pétrole. J'ai pas non plus à gagner d'argent pour acheter ce tracteur, ni pour réparer les pièces qui sont cassées, ni pour payer ce fameux pétrole, qui est vraiment un problème crucial aujourd'hui. Et évidemment, une agriculture liée au pétrole, c'est une agriculture qui aujourd'hui, on peut dire, condamnée. Si là, par exemple, je fauche et que cette fauche se situe à 1 km de chez moi, il va y avoir un problème. C'est le transport pour ramener tout ça. Donc c'est la main d'œuvre aussi, puisque tout est fait manuellement. Mais là, je suis dans l'allée qui est au bord de mes cultures. Donc on essaie de concentrer et de réaliser une ferme, ce que moi j'appelle une ferme symbiotique, où tout est relié, les bâtiments entre eux, bâtiments d'habitation, bâtiments de stockage, bâtiments de travail, cultures autour, et les cultures elles-mêmes sont imbriquées les unes par rapport aux autres pour être de plus en plus efficaces. Les légumes sont cultivés sur butte. L'intérêt de la butte, c'est d'avoir une surface surélevée par rapport au sol. Donc quand il y a un gros orage, la butte est irriguée, mais n'est pas envahie d'eau. Donc les racines ne sont pas asphyxiées par l'eau. Ça ne croupit pas au niveau des racines, donc beaucoup moins de maladies. Deuxième intérêt, surtout lorsqu'on a peu de terre dans son jardin, lorsqu'on fait les buttes, on pellte les allées pour former cette butte-là. Et d'un seul coup, ce qui a été créé pendant des millions d'années par la nature va être doublé par le coup de pelle. On a 2 fois plus de hauteur de terre. Un autre intérêt important, c'est que cette forme de butte permet d'avoir par rapport à son embase une surface d'échange avec l'air beaucoup plus importante. On a aussi des coteaux, et ces coteaux-là font que la terre est surélevée par rapport au soleil, donc vont capter beaucoup mieux la chaleur par rapport à un sol plat. L'organisation, c'est ici tous les 2 mètres des plants de tomates. Ce sont des plants de tomates qui ont une cage parce que je ne les taille pas.
Le fait de ne pas les tailler ne réduit pas la productivité, mais réduit la taille du fruit. Par contre, le fait de ne pas tailler permet d'avoir beaucoup moins de maladies. Sur les côtés, on a toujours, par exemple, de l'ail, mais c'est la famille de l'Iliacées qui est toujours dans les côtés. Donc ail, poireau, oignon, échalote. Et puis entre, on va pouvoir mettre par exemple des choux. Là c'est un chou rouge. Donc tout au long de cette butte a été dispersé des choux rouges. Il manque dans cette butte là, pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, c'est l'étage de fertilisation en azote. Puisqu'on a de la paille qui est de la matière carbonée, il faut la part d'azote. Donc je vais faire des poquets de haricots nains tous les 50 cm en quinconce parmi ces cultures-là. Et là, cette butte-là, maintenant, sera prête. Il n'y aura plus grand-chose à pouvoir y ajouter, excepté des salades dans les coteaux. C'est une culture en sol sauvage, c'est-à-dire que les buttes ne sont plus jamais labourées, ni même grattées superficiellement. Elles sont recouvertes. Là, on peut voir des salades qui sont en très bonne santé. C'est dû justement à cet équilibre d'un sol sauvage qui va pouvoir avoir toute une multitude d'insectes, enfin d'animaux pour résumer, qui vont se démultiplier et se diversifier. Et par exemple, depuis 1 an, au Colibri, nous avons l'équilibre entre les limaces, escargots et leurs prédateurs, c'est-à-dire essentiellement le carabe, sous différentes formes, et le hérisson. Pour permettre aux hérissons et aux carabes de se développer, il y a le sol sauvage, mais il y a aussi les bandes enherbées qui sont laissées sauvages autour des cultures. Ça, c'est très important. L'autre point important est la non-utilisation de produits de traitement, qu'ils soient chimiques ou biologiques. À chaque fois que l'homme intervient, il prend la place nécessairement d'un de ces prédateurs-là. Et lorsque, par exemple, on utilise la fameuse bouillie bordelaise, qui rend pourtant bien des services, cette bouillie bordelaise vient tuer beaucoup de champignons, ces champignons qui nuisent à nos tomates, par exemple, ou à nos fraises. Le problème, c'est qu'elle tue les autres champignons. Or, il y a 90% des champignons qui ne sont pas du tout nuisibles dans le sol et qui participent à l'équilibre et même à la santé des plantes. On a de moins en moins d'enherbement et de plus en plus de fertilité par le fait de ne pas labourer, de remettre du mulch, donc de la couverture de quelque chose qui se biodégrade comme de la paille sur le sol, de ne jamais arracher les racines. Voilà. C'est un système évolutif qui donne de très très bons résultats. Les choux-fleurs sont en très bonne santé. L'ensemble des cultures est en bonne santé. Il y a aussi comme résultat la validation du système de vente. C'est une vente par panier sans engagement, ce qui est différent des systèmes d'AMAP, donc qui permet d'avoir une vente accessible à beaucoup de gens, à laisser sans avoir à s'engager sur une année. Et effectivement, je me suis rendu compte que les gens, bien, si le système leur convient, et c'était le cas, en termes de qualité, en termes de goût, en termes de service, eh bien ils reviennent. Donc de ce fait, comme ils ont besoin de manger, finalement il y a un abonnement qui se fait de fait, quoi. Donc ça a été un beau résultat de vérifier ça économiquement et socialement. La difficulté de ces fermes-là, c'est que c'est basé sur la diversité des cultures. La diversité des cultures, ça veut dire des légumes, des œufs, mais aussi des plantes pérennes, comme les arbres, qui sont quand même au cœur du système agricole, puisqu'on veut recréer une sorte de micro-forêt, très espacée bien sûr pour laisser rentrer la lumière. Et alors, comme je suis parti notamment d'une ferme totalement nue, eh bien il faut que les arbres sortent de terre. Et tant que les arbres ne sont pas sortis à 3 mètres, 5 mètres de haut, on a l'impression qu'il n'y a pas de culture ici. Sauf bien sûr quand on rentre à l'intérieur, où là il y a tous les légumes, il y a les cultures de plantes aromatiques, il y a les œufs. Donc là il y a vraiment une production, mais elle ne se voit pas de l'extérieur. Donc ceux qui n'y rentrent pas, et le maire n'est jamais rentré au Colibri, alors que je l'ai invité plusieurs fois, mais il aurait pu constater, comme tous les gens qui viennent aux portes ouvertes tous les premiers dimanches du mois depuis 2 ans,
qu'effectivement il y a de la production. Il y a plus de 800 mètres de haies qui ont été plantés, c'est un travail colossal. Maintenant il faut attendre, il faut qu'elles grandissent. C'est le problème du colibri entre guillemets, hein, parce qu'il faut attendre 4, 5, 10 ans pour avoir un résultat qui soit visible à l'œil, quoi. Donc il faut être patient et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la patience dans notre société. Alors il y a des buts, une partie de buts que j'ai prévus qui sont déjà en place pour les légumes de ma production, et puis il y a d'autres buts qui étaient prévus pour faire d'autres cultures qui ne sont pas mis en place parce que le projet a rencontré l'opposition du maire. Il y avait l'occasion, il y a un an, d'avoir installation d'autres agriculteurs, parce que sur 6 hectares, c'est énorme. En fait, en permaculture et agriculture naturelle, on peut envisager à terme, donc au bout de 10 ans à peu près, on peut envisager un agriculteur, 1 hectare. 1 hectare, 30 familles nourries de façon diversifiée, sans compter de viande évidemment. Mais j'introduis les œufs, les plantes aromatiques, les légumes, les fruits. S'il y a 1 million de fermes à nourrir 20 à 30 familles, bah, ça fait 20 à 30 millions de foyers en France de nourris, bah, ça c'est la France. Donc est-ce qu'on choisit de faire des grosses structures, donc forcément très mécanisées, avec peu de monde qui y travaille pour produire beaucoup, ou est-ce qu'on choisit de faire de l'emploi, de créer des structures toutes petites à l'échelle de 10 hectares ou même moins, qui sont très intensives puisqu'on va pouvoir cultiver manuellement et donc mélanger les cultures, chose qui n'est pas possible avec de la mécanisation, augmenter les rendements de ce fait-là, et ma foi, on nourrit tout le monde. J'aimerais comprendre un peu ce qui te guide, ce qui te fait avancer. Quand on a remis en vente le terrain, je suis venu dormir à la Belle Étoile ici en été 2006. Normalement en juillet je devais commencer la vente des légumes qu'on avait déjà mis en culture. Et puis courant juillet, alors qu'on vendait, je suis venu dormir ici, à la Belle Étoile. Il n'y avait pas toutes ces caravanes là. Et quand j'ai regardé, marchant dans la nuit, il y avait une belle lumière de lune. Et j'ai regardé tout ce qu'on avait fait. J'ai fait un peu le bilan et je me suis dit, ce projet, il était tout à fait légal. On ne s'est pas mis dans une position illégale au démarrage, une situation qui demandait à forcer les choses, pas du tout. On a le soutien de beaucoup de gens et surtout ce projet-là, il est d'une grande valeur au niveau agricole.